Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème du financement et de la rentabilité de son projet de création. Je suis Maude Flutaz, je suis conseillère à la CCI en création et en reprise d'entreprise. Et j'ai le plaisir d'intervenir ce matin aux côtés de nos partenaires bancaires, Laurent Debré-Malo pour la Caisse d'épargne Bonjour à toutes, bonjour à tous. et Joris Garnier pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je Bonjour vous à laisse, tous. messieurs, vous présenter rapidement. Allons-y. Allons-y. Laurent Debré-Malo. Donc moi, je représente la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On travaille sur 5 départements, l'Isère, le Rhône, l'Ain et Deux-Savoie. Et je m'occupe du marché des professionnels. Le marché des professionnels regroupe tout ce qui est artisans, commerçants et professions libérales. Et là, on est à la Chambre de commerce, donc on va particulièrement parler des commerçants. Absolument. Et on fera un petit focus sur un produit intéressant de la Caisse d'épargne pour les porteurs de projets. Tout à fait. Qui est donc le prêt d'écolage. Un financement très intéressant. Super. Merci Laurent et à tout à l'heure. Joris, pareil, je te laisse faire pareil. Bonjour à tous, Joris Garnier, donc conseiller professionnel à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sur l'agence d'Annecy. Donc également présent aujourd'hui pour vous parler des différentes solutions que la Banque Populaire peut apporter aux porteurs de projets en création comme en développement. Avec un petit focus sur le prêt CARA, dont vous entendrez très certainement parler également dans ma présentation. On est donc parti. Ce qu'on vous propose, c'est de dérouler l'intégralité du diaporama et de nous réserver un temps de questions-réponses à la fin. On va tout faire pour que ces sujets sensibles de la rentabilité et du financement soient pragmatiques, simples, accessibles. Et puis, bien évidemment, on vous expliquera aussi en fin d'intervention comment revenir vers nous pour vraiment un focus plus individuel sur votre projet. On est parti. Voici donc les points que nous allons aborder ensemble. Pour planter le décor, on va rappeler les objectifs du prévisionnel financier. Ensuite, on étudiera en détail chacun des 3 tableaux attendus, donc le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Et puis, nous conclurons par une rapide présentation des acteurs du financement locaux et nos banques partenaires, donc Caisse d'épargne et Banque Populaire, vous présenteront, comme on vous l'a à l'instant précisé, 2 produits intéressants pour les porteurs de projets. Alors, à ce stade de votre projet, je me permets de vous rappeler que le chiffrage du projet, il doit intervenir à l'issue de plusieurs réflexions. En premier lieu, votre bilan personnel, pour déjà valider la cohérence du projet au regard de votre profil, de vos motivations et de vos contraintes, vérifier en fait ce qu'on appelle dans le jargon l'adéquation homme-projet, c'est-à-dire savoir expliquer pourquoi il y a cette idée dans votre parcours professionnel, quelles sont les compétences que vous pouvez mettre en avant, les objectifs que vous visez, tout cela bien sûr dans le but de convaincre en fait vos futurs interlocuteurs. Deuxième question à se poser, est-ce que le projet est réaliste économiquement parlant? Logiquement, vous avez dû trouver réponse à cette question à l'issue de votre étude de marché, qui a dû conforter votre modèle économique et valider l'existence d'un potentiel client. Là encore, si vous manquez de confiance sur ces sujets, la CCI vous propose régulièrement une formation sur le modèle économique, l'étude de marché. Donc, pensez à consulter notre agenda en ligne pour être informé des prochaines dates. Et puis, c'est bien seulement après avoir vérifié la cohérence et le réalisme de votre projet que vous passerez concrètement à l'étude financière prévisionnelle, qui n'est finalement que la traduction chiffrée des conclusions de votre étude de marché. Donc, c'est bien l'ensemble de ces étapes qui vous permettra de valider ou non le lancement de l'activité. Pour ce qui est des objectifs du prévisionnel financier, pour nous, il doit vous permettre de vérifier bien sûr la rentabilité de votre projet. En général, on table sur des prévisions de 3 ans. Souvent, les porteurs de projets se focalisent sur le démarrage et la première année d'exercice, mais vous verrez que le gros challenge de l'entrepreneuriat, c'est surtout de perdurer et de pérenniser votre activité dans le temps. Voilà pourquoi les prévisionnels sont généralement établis sur 3 ans. On va revoir ensemble que les tableaux attendus ont pour intérêt de vérifier aussi que le niveau d'endettement que vous imaginez est cohérent au regard de votre rapport personnel et que les charges liées à l'activité sont couvertes par le chiffre d'affaires estimé. Deuxième objectif du prévisionnel, et non des moindres, c'est s'assurer de la capacité de votre entreprise à financer et à rembourser ses dettes. En phase de création, c'est clairement un point crucial pour estimer le niveau de finançabilité du projet. Et puis, troisième objectif, au final, le prévisionnel, il doit vous permettre de valider votre modèle économique et donc de valider le fonctionnement par lequel votre produit ou votre service va vous permettre de créer, capter et délivrer de la valeur. Ça sous-entend donc que vous avez au démarrage segmenté et ciblé votre clientèle, vous avez identifié un problème à résoudre et que votre offre, votre proposition de valeur, elle lui apporte bien une solution à ce client. Alors, de quoi se compose un prévisionnel? Pour nous, 3 tableaux principaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Le premier tableau attendu se nommant le plan de financement initial. C'est un tableau qui est simple à monter et qui a pour but de répondre à 2 questions principales. Combien coûte mon projet et comment le financer? Alors, comme précisé à l'écran, vous voyez, c'est un tableau plutôt lisible. Il n'y a que 2 colonnes. À gauche, les investissements nécessaires au démarrage de votre activité. Donc, par investissement, je vous rappelle qu'on entend les biens dont vous aurez durablement besoin dans l'entreprise. Ça peut être l'achat de machines, de matériel, l'agencement de votre local, l'acquisition d'une licence, la constitution de votre stock de départ. Voilà. C'est tout ce qui reste dans l'entreprise et qui dépasse 500 €. Les investissements, il ne faut pas les confondre avec les charges que nous évoquerons tout à l'heure, qui seront fixes ou variables, mais qui serviront au fonctionnement de votre entreprise. Dans le plan de financement, à ce stade, soyez le plus exhaustif possible, sans forcément vous brider. Gardez bien en tête que si vous sous-estimez vos besoins de démarrage, ça pourra que compliquer ensuite le lancement de votre activité, dans le sens où c'est toujours plus difficile de retourner voir votre banquier en lui demandant une sorte de rallonge, plutôt que de prévoir large dès le début. Voilà, ça peut même peut-être potentiellement lui mettre des doutes sur votre professionnalisme. Donc, autant que faire se peut, on évite, on vise large, pas forcément de manière démesurée, mais on vise dans l'idéal et ensuite on regarde dans la colonne de droite qui va lister tous les financements mobilisables si cette organisation est cohérente. Petite précision d'importance, dans ce tableau, on raisonne en hors taxe. D'accord ? Je reviens sur la colonne de gauche dans les investissements. Je vous ai dit, pour les activités d'achat-revente, pensez bien à chiffrer la constitution de votre stock de départ qui sera indispensable au démarrage de l'activité. Et puis, pensez également à chiffrer une trésorerie de départ, parce que c'est vrai que votre entreprise en création, elle va mobiliser des ressources financières pour financer ses besoins au démarrage, donc vos investissements, vos dépenses de départ. Mais elle doit aussi financer la mise en place d'une réserve d'argent non utilisée, qu'on appelle la trésorerie de démarrage. Très concrètement, la trésorerie de départ, c'est la différence entre les ressources et les besoins. Vous mobilisez par exemple 100 000 € pour un besoin d'investissement de 90, vous gardez donc 10 pour lancer votre activité. La question, c'est de savoir si ces 10, ils seront suffisants pour faire face au premier mouvement financier causé par le cycle d'exploitation. Parce qu'en fait, une fois créée, votre entreprise, elle va démarrer son activité, elle va effectuer des achats, elle va payer des charges. Et un problème peut potentiellement survenir si les sorties d'argent interviennent avant les encaissements ou si les sorties sont supérieures aux encaissements. Donc, en phase de lancement, c'est toujours difficile d'anticiper très finement tous ces points-là, mais vous pouvez peut-être déjà tabler sur une trésorerie qui couvre au moins 2 à 3 mois de charges. Pour rappel, également, tout ce qui est trésorerie de départ et stock sont rarement financés par la banque. Donc, dans l'idéal, ils doivent être couverts par vos apports personnels. Voilà pour la colonne de gauche sur les besoins. La colonne de droite en face sur les financements que vous allez mobiliser pour couvrir vos investissements. Premier type de financement, j'espère ne rien vous apprendre, c'est votre épargne personnelle, donc c'est ce qu'on appelle l'apport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, votre apport, il doit dans l'idéal être compris entre au moins 20 et 30% du total des coûts prévus. Je vous rappelle que quand ce ratio est difficilement atteint ou qu'il a besoin d'être complété, vous pouvez mobiliser ce qu'on appelle des organismes de prêt d'honneur qui peuvent, après présentation de votre business plan devant une commission d'agrément, vous accorder un prêt personnel à taux zéro, sans garantie, remboursable sur des durées négociables entre 3 et 5 ans, et sur des montants compris entre 1 000 et 100 000 € pour des projets très innovants. L'objectif de ces prêts d'honneur, c'est toujours le même, c'est de faire effet de levier sur le prêt bancaire complémentaire qui permettra de boucler le financement du projet. Et en Haute-Savoie, il y a 2 réseaux de prêts d'honneur qui coexistent, le réseau Initiative et le réseau Entreprendre. N'hésitez pas à nous solliciter pour être mis en relation avec eux. On se connaît très bien, on sait bien comment chacun travaille et on sait aussi quels sont les critères de sélection. Deuxième type de financement, en plus de votre épargne personnelle, principalement, ce sont les prêts des banques de la place. Je vous le redis, la CCI est partenaire de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. Donc, sur votre demande, on peut vous mettre en relation de manière privilégiée. Là encore, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le sujet des garanties qui pourraient vous être demandées, sachez également qu'il y a des organismes dont c'est la spécialité de contre-garantir une partie de vos prêts dans l'idée de réduire votre caution personnelle. Il s'agit principalement du réseau France Active et de BPI France. On reviendra de toute façon en fin d'intervention sur les différents acteurs de la place et sur leur champ d'action. Dans ce plan de financement, une fois que vous avez listé tous vos investissements et tous vos financements, l'idée bien sûr, c'est d'arriver à un tableau équilibré, c'est-à-dire un total équivalent
dans chaque colonne. Deuxième tableau attendu dans votre prévisionnel de création, c'est le compte de résultat. Alors, le plan de financement, on l'a vu, il vous a permis de vérifier que votre projet est finançable. Le compte de résultat, lui, il va vous permettre d'estimer un chiffre d'affaires, d'identifier des charges d'exploitation et par soustraction, chiffre d'affaires moins charge, de mesurer le niveau de rentabilité de votre projet. Il va donc permettre de répondre aux questions suivantes. Quel niveau et ventilation de chiffre d'affaires définir? Quelles sont mes charges variables et mes charges fixes? Et mon activité est-elle rentable? Alors, sachez que sur la partie globalement du prévisionnel, on vous invite toujours à être accompagné d'un professionnel du chiffre et notamment d'un expert comptable. Sur la partie estimation de votre chiffre d'affaires prévisionnel, là pour le coup, c'est vraiment les financeurs qui vont venir vous challenger sur ce sujet-là et qui vont vous demander d'expliquer comment vous avez posé vos hypothèses et comment vous avez raisonné. Si vous savez répondre à ces questions, normalement, ils vont constater que vous avez pris la peine de réaliser une vraie étude de marché structurée et de formuler des hypothèses qui sont bien en lien avec la réalité du terrain. Globalement, pour estimer votre chiffre d'affaires prévisionnel, il est important de tenir compte du lieu d'implantation si vous avez une activité notamment commerçante, parce que si votre activité nécessite la prise d'un local, c'est vrai qu'il est toujours très intéressant pour vous de définir et d'étudier les caractéristiques de votre zone de chalandise, de votre rue, de votre zone d'activité. J'entends par là tout ce qui peut être le niveau de fréquentation du lieu, la visibilité du local, l'éventuelle saisonnalité, la qualité du bâtiment, et puis même la cohérence avec les autres activités économiques qui sont juste à côté de vous. On vous conseille également de comparer vos prévisions avec des chiffres professionnels. Vous pouvez consulter les statistiques du centre de gestion agréé, vous pouvez regarder les dossiers projecteurs dans BPI France Création. L'étude de la concurrence également doit vous aider à affiner vos hypothèses de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de bilans qui sont disponibles sur Internet, donc vous pouvez les consulter, les acheter et les consulter. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement mener une étude directe de la concurrence et pourquoi pas solliciter des entretiens avec des confrères pour obtenir ce genre de réponse. Pour estimer le chiffre d'affaires prévisionnel, vous pouvez également opter pour la méthode qu'on appelle la méthode des intentions d'achat, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu l'étude de marché. Vous réalisez une enquête terrain auprès de vos clients cibles et vous leur posez la question de combien de quantités ils seraient prêts à acheter, à quelle fréquence, à quel panier moyen, etc., etc. Vous pouvez aussi envisager clairement une phase de test. Vous pouvez vous mettre en mode effectuation, vous proposer un nouveau produit ou un service, vous le testez d'une manière ou d'une autre sur le terrain et en fonction des remontées obtenues, vous l'adaptez jusqu'à une organisation qui vous semble cohérente. Vous travaillez donc en itération et cela induit la notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler de MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire vraiment entre le prototype et le produit final. C'est vraiment le produit minimum pour le faire tester à vos clients, pour mesurer le niveau de fonctionnalité attendu, pour mesurer l'esthétisme, et ensuite d'engager, on va dire, des financements et des investissements qu'à partir du moment où vous êtes certain que les clients voient un intérêt dans ce produit ou dans ce service. Vous pouvez également démarrer en portage salarial pour tester un peu le marché. Vous pouvez démarrer au sein d'une couveuse ou d'une coopérative d'activité ou carrément démarrer sous le statut de micro-entreprise. En fait, à cette étape, ce qui est fondamental, c'est de vous confronter au terrain pour étayer la théorie de concret. Et on en revient toujours à l'importance de votre étude de marché, l'étude financière n'étant qu'une traduction en chiffres des conclusions de cette étude de marché. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le recours à des experts du chiffre vous permettra de pondérer vos prévisions. Un chiffre d'affaires prévisionnel, il doit être ni trop optimiste, ni trop pessimiste. En fait, il doit tout simplement être réaliste. Je prends souvent l'exemple d'un porteur de projet que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui avait envie de s'installer sous franchise pour proposer un centre de bien-être. Il n'a pas vraiment fait d'études de marché terrain. Il s'est contenté de présenter dans son business plan des éléments fournis par le franchiseur, surtout sur la démographie de la zone d'implantation, donc vraiment des données démographiques. Et face à cela, lui, il a posé des hypothèses de chiffre d'affaires relativement ambitieuses. Sans surprise, les contacts en banque ont été plutôt frileux au départ parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de marché concrètes et il n'y avait pas de lien justifié entre le volume d'affaires et le volume de prospects. Et puis, au-delà d'un outil pour convaincre les financeurs, votre prévisionnel, il doit aussi constituer pour vous un outil de pilotage. Donc, vous devez poser des hypothèses de travail réalistes pour optimiser la pérennité de votre entreprise dans le temps.
Il y a beaucoup de déconvenues quand même sur le terrain en année 1, en année 2. Les taux de défaillance restent importants dans les faits. Donc, si dès le départ, vous avez le réflexe de penser client et que vous restez en veille sur leurs besoins et leurs motivations, logiquement, vous optimisez les chances de durer. Alors, ce compte de résultat, concrètement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que, pareil, 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, on additionne toutes les recettes d'une période. Donc, en général, c'est un an. Les recettes, en fait, ce sont les ventes, tout simplement, réalisées par l'entreprise. Et puis, à droite, on additionne toutes les dépenses de la même période, c'est-à-dire toutes les charges que vous allez payer. Et par différence, chiffre d'affaires moins charge, on arrive à un résultat d'entreprise, soit un bénéfice, soit une perte. Comme dans le plan de financement initial, on raisonne toujours hors taxe dans ce tableau. Je fais un petit focus sur la notion de charge parce que, je vous le rappelle, les charges, elles vont servir en fait au fonctionnement de votre entreprise. Donc, on distingue 2 familles de charges, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, c'est tout ce que vous allez dépenser au quotidien pour mener votre activité. Le loyer de votre local, les honoraires de votre expert comptable, les salaires de vos équipes si vous en avez. En fait, ce seront toutes les charges que vous aurez à payer, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas. Les charges variables, à l'inverse, ce sont les dépenses qui sont liées directement à la réalisation de votre activité. Par exemple, une sandwicherie, les achats de matières premières, c'est lié au chiffre d'affaires. Donc, les frais de transport qui sont liés aux livraisons de vos produits, les frais de déplacement si vous êtes, par exemple, consultant, les frais d'énergie pour une activité industrielle de production, etc. Les charges variables, en fait, elles varient en fonction du nombre de vos clients. Dans la colonne de droite, il faudra aussi bien penser à la petite partie sympathique impôts et taxes. Et les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts que vous aurez contractés. Le remboursement du capital de vos emprunts, lui, devra être couvert par votre capacité d'autofinancement. On va en reparler juste après. Ce qui est intéressant avec le compte de résultat, c'est qu'il peut rapidement vous permettre de déterminer ce qu'on appelle un seuil de rentabilité ou un point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir toutes vos charges. Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul. La plus simple, c'est de vous dire, je fais la somme de toutes mes charges, fixes et variables, et du coup, j'obtiens un montant qui peut être le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel je vais commencer à dégager des bénéfices. Mais il y a une méthode un petit peu plus fine qui met de côté le total des charges et qui part plutôt du principe que seules les charges variables sont en relation directe avec le chiffre d'affaires. On va donc calculer une marge sur coût variable qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Et pour que l'activité soit rentable, en fait, cette marge sur coût variable, elle doit couvrir l'ensemble de vos charges fixes. Donc, si, quand vous faites marge sur coût variable moins charge fixe, vous arrivez à 0, c'est donc que vous avez atteint le seuil de rentabilité. Quelle que soit la méthode, de toute façon, pour calculer ce seuil de rentabilité, dans tous les cas, il faut que vous distinguiez bien les différentes charges réglées par l'entreprise. Il y a un petit exemple concret du coup qui s'affiche à l'écran. Là, on est parti du principe que l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires de 150 000 €. Elle a un niveau de charge variable de 35. Donc, le calcul de la marge sur coût variable, c'est facile. CA moins charge variable. Ici, ça fait donc 150 moins 35, 115. Compte tenu de charges fixes qu'on a estimées à 70 000 €, et le taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires, ça fait 0,77. Et pour calculer le seuil de rentabilité, il suffit d'appliquer ce taux de marge sur coût variable aux charges fixes. Donc, en conclusion, dans cet exemple, l'entreprise doit réaliser 90 909 € de chiffre d'affaires pour obtenir un résultat à 0. Voilà. L'intérêt de cet exercice, une fois que vous avez le montant de votre seuil de rentabilité, c'est surtout pour vous de le traduire en quelque chose, en un indicateur qui soit parlant par rapport à votre activité. Un nombre de couverts jour pour un restaurant, un nombre de clients jour sur la base d'un ticket moyen pour un commerce, etc. Cette formule, vous le voyez, elle est assez simple. Une fois l'activité en place, vous verrez vos tableaux de bord de gestion, ils comprennent d'ailleurs des indicateurs pour suivre la rentabilité de l'activité assez facilement. Mais en fait, en création, c'est plus difficile parce qu'il faut s'appuyer sur des données chiffrées réalistes et ne négliger aucune charge. Donc, c'est là que l'aide d'un expert comptable est quand même vraiment la bienvenue, surtout si vous cherchez des financeurs ou que vous devez convaincre un banquier. Un expert comptable, il vous fera profiter de sa connaissance du secteur et de ses particularités pour contrôler et pour corriger vos estimations. Là encore, je vous rappelle que la CCI est partenaire de l'Ordre des experts comptables, donc n'hésitez pas à nous approcher pour bénéficier d'une orientation vers ces experts.
Autre intérêt du compte de résultat, décidément, c'est vraiment un tableau formidable, c'est qu'il peut être traduit en solde intermédiaire de gestion. Et en fait, les soldes intermédiaires de gestion, ça va décomposer le résultat de votre entreprise en plusieurs indicateurs clés, comme la marge, le BE, le résultat d'exploitation. Et en fait, ça va vous donner des informations plus précises sur finalement la richesse et la profitabilité de votre entreprise. Et du coup, vous pourrez, grâce à eux, vous comparer plus facilement à votre secteur d'activité, voire même à vos concurrents. Et c'est vrai que c'est un bon outil aussi pour analyser les variations de chiffres d'un exercice à un autre. Alors, les principaux soldes intermédiaires de gestion, rapidement, on va se les passer en revue. Bon, le chiffre d'affaires classiquement, les ventes de l'entreprise. La marge, c'est l'ECA moins les coûts d'achat des marchandises vendues durant l'exercice. Donc, la marge, elle va vraiment nous donner le niveau de profit sur la revente des marchandises. Alors, là encore, selon les métiers dans lesquels vous allez vous implanter, les moyennes de marge à atteindre vont dépendre de votre positionnement géographique, de votre taille, de votre métier. Par exemple, dans la restauration, la marge commerciale sur les solides, c'est à peu près 70% et c'est environ 85% sur les liquides. Autre indicateur, la valeur ajoutée. Ça, c'est la marge commerciale moins toutes les charges d'exploitation qu'on a évoquées tout à l'heure. La valeur ajoutée, elle mesure la richesse créée par l'entreprise. Et cette richesse, elle est elle-même ensuite répartie entre les facteurs de production, c'est-à-dire principalement la masse salariale, et l'État via les impôts. L'excédent brut d'exploitation, indicateur très intéressant qui est souvent suivi par les banquiers, valeur ajoutée, moins charge de personnel, moins impôts et taxes. Clairement, ça indique la rentabilité de votre système de production, indépendamment de votre politique de financement et d'investissement et des événements exceptionnels. C'est un indicateur qui est très suivi par les financeurs et qui est également utile lorsque vous cherchez à évaluer, à valoriser votre entreprise, notamment dans une optique de cession. Le résultat d'exploitation, EBE moins dotation aux amortissements et provisions d'exploitation, ça mesure la performance économique de l'activité de l'entreprise. Petit focus sur la dotation aux amortissements et provisions, ça c'est un terme purement comptable qui en fait va matérialiser le vieillissement au fil du temps de vos immobilisations. C'est-à-dire que vous allez faire un investissement, vous achetez du matériel, ce matériel il va vieillir d'année en année, du coup il n'aura plus la même valeur. C'est un indicateur qui apparaît comme une charge au compte de résultat, mais en fait c'est une simple écriture comptable qui du coup sera réintégrée lors du calcul final de votre capacité d'autofinancement. Le résultat de l'exercice, RE, résultat d'exploitation, plus ou moins le résultat exceptionnel, moins l'impôt sur les bénéfices. Là, ça indique vraiment, on est en bas de page, la profitabilité globale de votre entreprise. Et puis la CAF, très importante, c'est donc votre résultat net plus la dotation aux amortissements. C'est vraiment cette somme-là d'argent qui doit permettre à l'entreprise de payer le capital de l'emprunt et éventuellement de réinvestir. C'est un indicateur qui est très regardé par les banques, qui estiment du coup facilement par ce biais si le prêt que vous allez contracter pourra bien être remboursé. Dernier tableau attendu dans le prévisionnel financier, c'est le plan de trésorerie. À l'image de votre compte personnel, en fait, le plan de trésorerie, il va vous indiquer tout ce qui entre et tout ce qui sort à un instant T du compte de l'entreprise. Donc là encore, c'est un outil de pilotage indispensable pour suivre au mieux les flux d'argent de votre entreprise et surtout pour anticiper d'éventuelles difficultés. Alors, c'est le seul tableau de votre étude qui sera présenté en TTC et c'est un tableau qui, en fait, va lister en général au mois le mois toutes les entrées et les sorties de trésorerie prévues par une entreprise. Il faut du coup vraiment avoir une liste exhaustive de toutes les charges que vous allez avoir à payer et ça doit comporter sans exception toutes les opérations. Parce que le moindre oubli va fausser le solde à la fin du mois et du coup, ça peut donner une image erronée de la santé financière de votre entreprise. C'est important du coup de reporter les entrées et les sorties de fonds engagées au mois où elle est prévue. Vous faites par exemple un achat au mois de septembre et vous le payez en octobre, et bien, cette charge devra être reportée dans la colonne des décaissements du mois d'octobre. Concrètement, en phase de création, dans la colonne encaissement, les premiers mois, vous verrez apparaître votre capital social, votre compte courant d'associé si vous créez sous forme de société, vos échéances d'emprunt et votre chiffre d'affaires prévisionnel. Et en décaissement, vous verrez tous vos investissements, les achats fournisseurs, tous les frais généraux et les frais bancaires. Grâce à ce tableau, vous pourrez connaître instantanément le solde de trésorerie du mois, le solde cumulé d'un mois sur l'autre, et vous pourrez surtout vérifier si les factures pourront être payées sans problème
grâce aux disponibilités du moment. En fait, le tableau, s'il fait apparaître un solde négatif à un moment, il va vous falloir trouver une solution pour combler ce déficit avant le démarrage de l'entreprise. Parce que c'est vrai que ce serait quand même dangereux de commencer votre activité en sachant que vous risquez d'avoir une crise de trésorerie dans les prochains mois. Et sachez que la plupart des disparitions d'entreprises qui interviennent pendant la première année sont le fait, logiquement, de problèmes de trésorerie. Et puis, petit aparté également, n'oubliez pas qu'un chiffre d'affaires en augmentation n'est pas obligatoirement synonyme de trésorerie positive. En fait, un pic d'activité ponctuelle, ça s'accompagne souvent d'une augmentation drastique de vos dépenses. Par exemple, un restaurant en station, dans une station très touristique, il peut raisonnablement estimer une augmentation de la fréquentation, par exemple pendant les vacances d'hiver, mais un accroissement de la clientèle et du nombre de repas servis, ça va probablement nécessiter en parallèle de l'embauche de personnel pour répondre à la demande. Et du coup, les dépenses vont augmenter du fait d'une masse salariale plus importante. Donc, il faut anticiper et s'organiser en conséquence. Voilà sur cette partie prévisionnelle. Je voulais juste, avant de faire intervenir nos partenaires bancaires, vous refaire un petit topo sur les acteurs du financement en local, puisque une fois le prévisionnel monté et votre business plan bouclé, la majorité d'entre vous vont devoir lever des fonds. Donc, le tableau à l'écran vous présente les principaux acteurs du financement de la place. Ils vous sont présentés selon la taille et le besoin capitalistique de votre projet et on va quand même essayer de dire un mot de chacun d'entre eux. Le premier, pour les petits projets, ce qui n'a rien de péjoratif, mais c'est plus les petits projets en termes de montant de financement, l'ADI, l'Association pour le développement et l'initiative économique, est une association qui est présente sur tout le territoire et qui défend l'idée que chacun, même sans capital et sans apport, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé. Donc l'ADI, elle finance tout type d'activité professionnelle jusqu'à 12 000 €, quel que soit le métier choisi et quel que soit votre statut à vous, porteur de projet, au moment de la demande. Dans l'idée, l'ADI, elle peut vous financer dans le cas où il est peu probable que les banques vous accompagnent et si une personne de votre entourage qui croit en votre projet est prête à se porter garante pour votre prêt à hauteur de 50% du montant emprunté. Que vous soyez travailleur indépendant, micro-entrepreneur, salarié, demandeur d'emploi, étudiant, allocataire de minima sociaux, retraité, en fait, vous êtes éligible. Donc concrètement, comment ça marche? Ils vous prêtent au maximum 12 000 €. La durée de remboursement est comprise entre 6 et 48 mois. Vous avez possibilité de demander des différés de paiement. Et il y a un taux fixe qui est quand même conséquent puisqu'il est à 9,75%. Par exemple, vous empruntez 6 000 € pour l'achat de matériel. Vous choisissez de rembourser votre prêt sur, 30 mois. Du coup, vos mensualités totales s'élèvent à 226 €. Le coût mensuel de votre crédit est de 36 € et le coût total du financement est de 1 085 € sur 30 mois, avec un taux effectif global à 13,96%. L'ADI, elle propose en plus du microcrédit des financements complémentaires, des prêts d'honneur jusqu'à 3 000 € pour les jeunes ou pour les personnes en situation précaire, des solutions d'assurance et puis un accompagnement gratuit dans vos démarches et dans vos éventuels besoins d'expertise. Donc n'hésitez pas à consulter leur site www.adi.org. Deuxième interlocuteur intéressant, France Active Savoie-Mont-Blanc, qui est avant tout un organisme de garantie de prêt. Le public cible de France Active, c'est principalement les demandeurs d'emploi ou les personnes en situation de précarité, les entrepreneurs des territoires fragiles, donc tout ce qui peut être quartier politique de la ville, zone de revitalisation rurale, et puis toutes les structures de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui du coup ont des projets avec un impact positif sur la société en termes d'emploi, de projets sociaux, d'embauche par exemple de personnes handicapées, de protection de l'environnement ou même de gouvernance partagée. L'objectif de France Active, la majorité du temps, c'est de réduire votre garantie personnelle. Donc pour ce faire, elle vous propose différentes garanties en fonction de votre situation qui viendront du coup contre-garantir jusqu'à 50 000 € de votre prêt bancaire. Donc il y a des durées, il y a des taux, mais on peut quand même monter jusqu'à 80% et exclure totalement vos cautions personnelles.
Pour toutes les structures relevant de l'économie sociale et solidaire, il y a des financements qui sont spécifiques, hein, des prêts, des avances remboursables ou même quelques subventions. Donc, si vous êtes dans cette sphère-là, si vous avez un projet à fort impact social, environnemental, sociétal, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour en savoir plus à ce sujet. Viennent ensuite les banques de la place. Alors moi, je vais surtout vous citer nos deux banques partenaires, la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, qui vont vous présenter notamment deux produits intéressants dans quelques instants. Et puis, aux côtés des banques, il y a BPI France, hein, la Banque publique d'investissement, qui a déjà maintenant 10 ans, 13 ans même, parce qu'elle a été créée en 2012. Je vous rappelle, elle est détenue à 50% par l'État, 50% par la Caisse des dépôts, et il y a deux pôles principaux, BPI Financement et BPI Investissement. Et la BPI, clairement, pour la création reprise, elle a des solutions de financement. Et elle propose aussi en développement des accompagnements pour l'innovation. Donc, n'hésitez pas à consulter leur site internet bpifrance.fr, qui est plutôt très lisible et assez explicite. Les réseaux de prêts d'honneur, Initiative France, le réseau Entreprendre, je vous en ai touché un mot tout à l'heure. L'idée, c'est de vous proposer des prêts à taux zéro, sans garantie, pour faire effet de levier sur le prêt bancaire et gonfler votre rapport personnel. Chez Initiative, en Haute-Savoie, il y a 4 plateformes. Initiative Grand Annecy, Initiative Genevois, Initiative Chablais et Initiative Faucigny-Mont-Blanc. Du coup, vous vous rapprochez de la plateforme la plus proche de la zone d'implantation de votre entreprise. Et puis, chez Réseau Entreprendre, il y a 2 antennes, Annecy et Thiers, dans la vallée d'Arve. La petite particularité du Réseau Entreprendre, c'est qu'ils accompagnent principalement les projets de création ou reprise qui sont créateurs ou qui maintiennent des emplois. Voilà, la notion vraiment d'équipe en place est importante chez eux. Et ces réseaux disposent bien évidemment également d'accompagnement pour les projets innovants, au travers notamment d'un dispositif qui s'appelle Startup & Go. Et puis je terminerai ce panorama des acteurs locaux avec Samba, Savoie-Mont-Blanc Angels, qui est l'association de business angels locale. Ils sont membres du réseau national France Angels. Vous le savez, les business angels, ce sont des personnes physiques, bénévoles, qui investissent au capital de sociétés parce qu'elles souhaitent contribuer au dynamisme économique local et en même temps défiscaliser. Donc, ce sont des personnes qui prennent des participations au capital de société dans l'optique de contribuer à leur développement et de ressortir à moyen terme en faisant une plus-value. Et Savoie-Mont-Blanc Angels, eux, ils ont vocation à mettre en relation des investisseurs de proximité et des entrepreneurs et du coup, effectivement, de favoriser le développement des territoires et la création d'emplois. Donc là encore, n'hésitez pas à visiter leur site internet. Je vais rappeler nos intervenants bancaires du jour. On va peut-être commencer, Laurent, par la Caisse d'Épargne et on va présenter un produit intéressant pour les porteurs de projets qui s'appelle le prêt décollage pro. Le prêt décollage pro. Alors, le prêt décollage pro, il est accessible à tout porteur de projet, comme il est écrit sur le slide, accompagné par un réseau spécialisé. Alors, un réseau spécialisé, c'est les réseaux dont on vient de vous parler, tout simplement. À partir du moment où vous êtes accompagné, vous avez la possibilité d'emprunter à la Caisse d'épargne pour votre projet professionnel à hauteur de 10 000 € à 0%. Alors, sur une durée qui est à déterminer entre nous, hein, ça c'est en fonction de vos besoins, sans garantie et sans frais de dossier. Ce prêt vient en complément du prêt qui va financer le gros de votre projet, hein, évidemment. Hein, donc, c'est un petit coup de pouce et ça vient aussi en plus des prêts des plateformes d'initiative. Très bien. Et en termes de modalités, du coup, de demande, en fait, un porteur de projet vient en agence avec son business plan et c'est dans le cadre de l'échange avec le conseiller que potentiellement ce prêt est évoqué. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, l'expert comptable va mettre un budget, un montant d'emprunt global, et puis nous, on va le répartir en fonction effectivement du budget qu'on peut mettre sur le prêt décollage pro. Et c'est accessible à tout secteur d'activité. Il n'y a pas de restriction particulière. Il n'y a aucune restriction. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laurent. On passe à Joris pour le Précarat de la Banque Populaire. C'est bien ça. Alors, dis-nous tout. Alors déjà, simplement pour refaire un petit historique sur l'établissement que je représente aujourd'hui, la Banque Populaire, donc qui a été créée en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, donc en années
depuis 190, par des commerçants artisans, pour des commerçants artisans. Donc on a vraiment voilà, cette fibre, cette mentalité d'apporter des services pour ces porteurs de projets-là. Ce qu'on propose aujourd'hui en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie, c'est la mise en place du prêt commerçant Auvergne-Rhône-Alpes, donc le prêt CARA. Les caractéristiques du prêt sont assez simples, donc le montant minimum est de 3 000 € avec un maximum de 20 000 €. Ça doit rester dans un maximum de 20% du besoin de financement global. Bien sûr, on finance tout ce qui est investissement mobilier, matériel et immatériel, pardon. Donc, on ne peut pas financer de besoin de trésorerie. Voilà, ce n'est pas un prêt de trésorerie, c'est vraiment un prêt d'investissement. Ouais. Exactement. Donc, la durée du crédit est sur un maximum de 5 ans avec une période de différé qui est possible sur 1 an. Donc, ce crédit-là est à taux zéro, sans garantie personnelle, avec l'intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes en contre-garantie, d'une garantie bancaire qui est la SOCAMA, qui viendra garantir ce prêt à taux zéro. Et du coup, il vient en complément d'un prêt bancaire classique, Exactement. Qui peut être pris soit auprès de la Banque Populaire, soit auprès de l'enseigne du choix du client. Exactement. Donc, la Banque Populaire vous proposera un prêt complémentaire pour boucler effectivement votre plan de financement. Un taux qui est quand même intéressant. Voilà, avec des taux qui sont forcément, on va essayer pour les créateurs d'avoir des taux qui sont vraiment intéressants par rapport au marché. Ok, super. Merci beaucoup, Joris. Après, dans le déroulé vraiment de demande de ce prêt-là, c'est vrai que ça se fait dans le cadre du partenariat entre la Banque Populaire et la Chambre de commerce. L'idée, c'est que vous fassiez appel soit à votre conseiller en agence Banque Populaire directement, et c'est lui qui vous oriente vers nous, soit vous pouvez très bien venir nous voir en premier, on échange avec vous sur les critères d'éligibilité, et du coup, concrètement, c'est la CCI qui instruit le dossier de financement, qui collecte tous les éléments requis, qui fait une première analyse de votre demande et qui l'envoie directement pour vous au service régional engagement de la Banque Populaire. Bien évidemment, c'est ce service-là qui va statuer sur votre demande, puisque c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire et c'est également eux qui ont les sous. Et l'idée, c'est que c'est nous, CCI, qui vous informons au final de la réponse de la banque, en général dans un délai d'1 à 2 semaines. Voilà. Vous avez également, comme tout à l'heure, les coordonnées de Laurent, les coordonnées de Joris. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser, à scanner le QR code. On en arrive au terme de cette intervention. Les bons conseils, avant de conclure et de passer aux questions qui sont nombreuses. Premier conseil, sur la partie prévisionnelle, ne sous-estimez pas vos dépenses au démarrage. On a fait le lien avec l'importance de votre étude de marché qui a dû faire apparaître un potentiel de client, donc un potentiel de vente, des outils, des canaux de communication à privilégier pour atteindre au mieux votre cible de client. Donc, surtout, investissez en conséquence. Ce serait dommage de faire tout ce travail d'analyse, de préparation et de compréhension de votre marché et au final, de ne pas investir en conséquence. Rappelez-vous également, comme je vous l'ai déjà dit, que les banques, en général, elles préfèrent intervenir dès le démarrage de l'activité et qu'elles financent principalement des investissements durables et des investissements matériels. Une collègue a accompagné il y a quelque temps déjà un chausseur de luxe qui avait peu d'apport au démarrage. Sans surprise, il a dû financer son stock de départ. Du coup, comme il n'avait pas beaucoup de sous, il l'a volontairement minimisé. Sauf que, manque de peau ou pas, sa boutique a été plébiscitée par la clientèle. Et lui, il avait malheureusement plus de fonds pour faire son réassort, ce qui est bien dommage. Donc là encore, un bon volume de chiffre d'affaires, ça ne vous garantit pas que vous pourrez concrètement couvrir tous vos achats et vos charges. Renseignez-vous sur les dispositifs d'aide existants. Je vous ai présenté les acteurs locaux du financement, mais au sein de chacune de ces enseignes, il y a plein de sous-dispositifs qui sont mobilisables. Donc, acculturez-vous à l'écosystème du financement de la création reprise. Renseignez-vous sur les aides. Il y a beaucoup de sources de financement aujourd'hui. Les financements en fonds propres, le renforcement de vos fonds propres par le recours à des investisseurs, l'endettement, les organismes de garantie, tout ça, on l'a vu. C'est important que vous compreniez comment ça fonctionne et qui fait quoi sur la place pour vous diriger au mieux et puis là encore pour être le plus convaincant possible. Et puis, rédigez un business plan complet et entraînez-vous à pitcher. D'une manière générale, vous le savez, un projet qui est bien préparé, qui est cohérent, qui est porté par un ou plusieurs créateurs motivés, normalement, il a toutes les chances d'obtenir un financement. Donc, présentez aux financeurs que vous sollicitez un dossier qui est complet, qui est précis, qui est clair, qui est soigné. En un mot, quelque chose de vendeur, quoi. Prouvez que vous avez étudié chaque facette de votre projet et surtout que vous connaissez votre marché. Pensez à tout.
les moyens d'exploitation, les outils de gestion, les actions commerciales, les stocks, les locaux, les aménagements, les embauches, la trésorerie de départ. Plus vous serez préparé, plus vous serez convaincant. C'est assez évident, mais... Et puis, entraînez-vous à pitcher aussi. C'est tout un art. Hein. Présenter de manière synthétique mais percutante votre projet pour retenir l'attention de vos interlocuteurs, emporter dans l'idéal l'adhésion des financeurs. Tout ça, ça se prépare. Et pour tout ça, bien sûr, la CCI peut évidemment vous accompagner. Et d'ailleurs, avant de vous présenter nos prestations d'accompagnement, on va regarder un petit peu les questions que vous nous avez posées. Alors, j'essaie de les regrouper par thème. Alors, Rémi nous demande, faut-il faire plusieurs hypothèses de prévisionnel? Mieux vaut-il être optimiste et confiant pour donner confiance et montrer qu'on y croit, ou plutôt pessimiste pour rassurer le banquier? Alors, je vais vous faire un peu une réponse de Normand, et mes excuses pour les Normands qui nous écoutent, mais en fait, il faut être juste réaliste. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de justifier les hypothèses de chiffre d'affaires par rapport à des résultats d'études de marché. Et c'est vrai que le plus difficile en création, c'est de chiffrer concrètement un volume d'activité potentiel. Et pour être le plus juste dans ces hypothèses, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous vous confrontiez à la concurrence et surtout au potentiel client. Donc tout ça, c'est normalement ce que vous vous attachez à faire dans votre étude de marché. Comprendre comment fonctionne déjà le marché chez vous et donc mener une étude macroéconomique, étudier finement vos concurrents pour déterminer votre propre avantage concurrentiel et sonder vos clients pour vérifier que ce que vous imaginez proposer, ça va bien répondre à l'un de leurs besoins et que du coup, il y a un potentiel de vente suffisant. Question qu'on a souvent, Félicie nous demande combien prend un expert comptable pour établir un prévisionnel. Alors, les honoraires sont libres. Hein, et l'expert comptable, la plupart du temps, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous adresse une lettre de mission qui va présenter ses honoraires et le coût du prévisionnel pourrait y être inclus. Après, j'ai envie de dire entre 800 et 1000 euros. Le coût d'un prévisionnel, ça ne semble pas exorbitant. Après, sachez que nous, à la CCI, dans le cadre de nos accompagnements individuels, on peut vous aider à poser une première ébauche de prévisionnel qu'on vous fera toujours valider par un expert comptable, mais du coup, ça, j'ai envie de dire, ça lui fait peut-être à lui gagner du temps de travail. Il a juste plus qu'à affiner. Potentiellement, ça réduit ses coûts d'intervention. Marc nous demande, un prévisionnel est-il nécessaire même si on n'a pas besoin de prêt? J'ai envie de vous dire absolument, parce que le prévisionnel, il va vous conforter dans la rentabilité du projet. Mais peu importe que vous sollicitiez un financement ou pas, parce que voilà, quand on crée une entreprise, on a envie que ça marche. Donc voilà, il y a effectivement peut-être plus d'engagement et de pression si vous allez voir la banque, parce qu'il faudra rembourser l'emprunt. Mais quand bien même vous vous lancez en autofinancement, je pense que si vous avez envie que ça fonctionne, il faut poser des chiffres. Donc voilà, cet exercice, ça vous permettra aussi, en plus, peut-être de vous acculturer à des notions comptables et financières que vous ne maîtrisez pas forcément pour l'instant, et qui font partie de la casquette, à mon avis, du dirigeant, et de comprendre comment va se structurer votre comptabilité, surveiller vos charges, suivre des indicateurs qui sont importants pour vous et pour votre activité. Enfin, oui, moi, je pense que ça reste quand même une étape incontournable du projet. J'ai une question pour nos amis banquiers, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut répondre. Est-ce qu'on doit obligatoirement disposer d'un apport pour obtenir un financement? Floris, Laurent, c'est préférable. Faites-vous plaisir. C'est préférable puisque le banquier va financer tout ce qui est immobilisation et tout ce qui est circulant va être financé par l'apport. Tout ce qui est circulant, en fait, c'est tout ce qui va disparaître dans les semaines, dans les mois qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Par exemple, vos flyers, vos cartes de visite, vos frais de communication, vos frais d'immatriculation, vos frais d'installation, voilà, donc tout ce qui va, et même le stock initial, tout ça, dans quelques semaines, dans quelques mois, il n'y en aura plus. Donc, c'est financé logiquement par l'apport. Ok. Pour ma part également, voilà, je rejoins cette position-là. Comme indiqué plus tôt, effectivement, il y aura un besoin en fonds de roulement entre les encaissements de vos clients et le règlement de vos fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment à affiner en amont pour pouvoir effectivement déterminer ce montant avec précision, puisqu'effectivement, les banques ne sont pas vraiment accompagnatrices de ce sujet-là sur leur financement. Et puis, sur la place, aujourd'hui, le seul acteur qui intervient tout seul, sans le soutien des banques en complément, c'est l'ADI, hein, très clairement. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour vraiment des petits projets et des besoins spécifiques.
Tous les autres dispositifs d'aide ont besoin que vous arriviez à décrocher en complément à prêt bancaire. Donc, effectivement, la notion d'apport reste quand même effectivement assez indispensable. Messieurs, tant que je vous tiens également, est-ce que selon vous, les organismes de prêt d'honneur, donc initiative et entreprendre, il vaut mieux les voir avant vous ou après? En même temps. En même temps, Ouais, d'accord. en même temps. Ok. Pour les rendez-vous dans la même semaine. D'accord. Voilà. Et ça se passe bien puisqu'on suit les dossiers en parallèle. D'accord. Il n'est pas obligatoire qu'un porteur de projet soit déjà passé en commission, qu'il ait son accord, genre Non, initiative non. Grand Annecy. Ok, très bien. Il faut mener les deux dossiers de front. D'accord. Joris, ouais, pareil. Effectivement, il n'y a pas d'ordre obligatoire. Après, effectivement, il vaut mieux déjà avoir une petite idée de son projet auparavant, avoir déjà une petite idée de son prévisionnel et du rythme d'activité. Mais après, voilà, vous pouvez commencer par venir nous voir en agence et puis ensuite, on peut vous orienter dans les différents partenaires aussi. Donc, tout est possible. Une question de Claire qui nous demande, doit-on forcément s'endetter pour créer? On a envie de dire non, hein, pas forcément. Après, ça va dépendre de vos investissements de départ et puis il faut peut-être pas avoir peur non plus de le faire. Ça dépend du besoin. Ouais, même si vous avez un bel apport et que vous vous dites, j'en conserve quand même une partie, voilà, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ouais, c'est peut-être parfois même en termes purement de gestion, c'est peut-être plus judicieux. C'est ça aussi l'ingénierie du banquier que vous aurez en face de vous, c'est que en fonction de son projet de vie, et la vie n'est pas que professionnelle, elle est aussi personnelle, on va peut-être arbitrer ce qu'on met en apport personnel et ce qu'on garde pour d'autres projets différents à venir. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre métier de conseil. Absolument. Donc, l'idée, c'est, voilà, même par curiosité, si vous êtes dans le cas où vous pouvez concrètement autofinancer le projet, je pense que ça peut toujours être intéressant de franchir la porte de quelques agences, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont les taux, quelles sont les offres qu'on peut vous faire, et puis de décider ensuite en conséquence. On va prendre une dernière question de Julie qui nous demande, est-ce que les différents dispositifs d'aide sont cumulables entre eux? Alors, en fait, ça dépend, mais dans la plupart de ce que je vous ai présenté, j'ai envie de dire oui, parce que si votre dossier respecte les conditions d'éligibilité, vous pouvez par exemple avoir un prêt d'honneur du réseau Initiative, un prêt commerçant de la Banque Populaire ou un prêt d'écolage de la Caisse d'épargne, un prêt bancaire classique et puis une partie de contre-garantie du réseau France Active, par exemple. Tout à fait. Ce qui n'est pas cumulable, par contre, c'est les prêts d'honneur d'Initiative et du réseau Entreprendre. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et maintenant, je me remets au milieu. Hop. On en a terminé pour cette intervention. Du coup, vous rappelez que nous sommes aussi bien les partenaires bancaires que la CCI à votre entière disposition pour continuer les échanges et vous aider à vous lancer le plus sereinement possible. Je vous invite à visiter notre site internet www.haute-savoie.cci.fr sur lequel vous aurez tout le détail de nos prestations d'accompagnement, les webinaires, les ateliers collectifs, les accompagnements individuels et puis les possibilités bien sûr de mise en relation avec nos partenaires. Si vous avez encore des questions à poser, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et être mis en relation avec mes collègues de l'espace entreprise qui maîtrisent extrêmement bien tout le portefeuille de prestations de la CCI et qui pourront du coup vous orienter le mieux possible vers le service le plus compétent. Du coup, on vous souhaite par avance tout le meilleur pour la suite et puis on reste bien sûr à votre disposition pour discuter de vos projets. À très bientôt, merci.